Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Alors aujourd'hui, pas de t-shirt parce que ça pèle un peu dehors et très clairement à l'intérieur aussi, vu que mon studio se trouve au rez-de-chaussée dans la pierre de taille, ça caille un peu. Voilà. Lorsque nous arrêtons de fumer, lorsque nous déménageons ou lorsque nous changeons d'environnement, notre corps change et nos perceptions avec. Est-ce que c'est pareil lorsque nous changeons de voiture? Une dizaine d'années que j'ai arrêté de fumer. Et lorsque j'ai arrêté de fumer, eh bien, l'odeur de tabac a évolué. Comme toutes les autres odeurs d'ailleurs. L'odeur de la cigarette en particulier, au début, était très tentante, très lancinante, ça donnait envie, c'était voluptueux. Et puis petit à petit, cette odeur est devenue écœurante, dérangeante. Et au fur et à mesure que les années passent, l'odeur change et finit par se stabiliser à peu près à une équivalence de ce qu'on a dans nos souvenirs lorsqu'on était non-fumeur. Certains disent que ça vient des organes eux-mêmes, et c'est vrai, puisque les premiers temps, votre corps change parce qu'il n'est plus soumis aux agressions, il n'est plus soumis aux mêmes stimuli, donc forcément il va changer. Les muqueuses vont se régénérer et vous allez retrouver votre odorat d'avant. Ce que je viens de vous dire est partiellement vrai. Pourquoi partiellement? Parce qu'il n'y a pas que l'organe qui est important. Et on va le voir dans l'exemple maintenant. Imaginez que vous ayez un petit smartphone. Quelque chose de petit, d'une taille réduite, ça vous va bien, ça vous convient bien, vous êtes content de l'avoir et vous ne vous voyez pas prendre un plus grand. Mais avec le temps, les smartphones ont grandi et vous ne trouvez plus la taille qui vous correspond. Donc, vous prenez par dépit un téléphone plus grand. Votre ancien téléphone, si vous ne l'avez pas donné en reprise, va finir au fond d'un tiroir et quelques temps plus tard, vous retrouvez ce téléphone dans votre tiroir et votre perception va vous dire « Waouh, mais c'était vachement petit comme téléphone !» Eh bien, c'est votre cerveau qui a simplement changé son référentiel. Et c'est valable pour tout. Pour bien comprendre tout cela, nous allons devoir découvrir comment fonctionnent nos sens et comment notre cerveau les utilise. La première définition des sens est attribuée à Aristote. Il en définissait 5 et seulement 5. L'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher. Si vous voulez en savoir plus, parce que je vais simplifier les choses à l'extrême pour ne pas vous faire une vidéo de 45 minutes, allez voir les vidéos de Y penser de Bruce Benhamran, qui nous a fait un florilège de vidéos sur les sens humains et qui est génial. Par contre, il faut avoir un peu le temps pour les regarder. Je reviens à mes 5 sens d'Aristote. Désolé Bruce. En fait, Aristote se trompait, parce qu'il y a bien plus de 5 sens, ne serait-ce que la sensation de température, ou la sensation de mouvement, ou l'équilibre, ou la douleur. Bref, il y a énormément plus de sens que les 5 sens qu'on pourrait se donner. Et le 6e sens, c'est pas celui d'aller lire dans l'esprit du copain. La communauté scientifique en admet entre 10 et 21 en fonction de la définition qu'on va donner à nos sens. Chacun de nos sens est équipé de capteurs sensoriels spécialisés. L'œil va percevoir certaines longueurs d'onde. L'oreille va percevoir également des ondes, mais sur d'autres fréquences. La peau va capter le toucher, mais également la température. Tous ces capteurs, en fait, sont reliés à un système nerveux, qui est finalement un système de câbles qui relie à l'ordinateur central, à savoir notre cerveau, qui lui est chargé d'interpréter tous ces signaux qui arrivent de tout notre corps. Toute cette multitude de mesures arrive au cerveau de manière non traitée. Et vous imaginez bien ce que ça peut représenter. On va faire péter le serveur là avec ces conneries. Comme on dit toujours, trop d'infos tue l'info. Donc le cerveau a dû développer une stratégie pour contrer ça. Il a hiérarchisé les informations, importantes, pas importantes, fréquentes, pas fréquentes, habituelles, pas habituelles. Et surtout, il a décidé d'ignorer certains stimuli. Ce qui lui permet de gérer une somme d'informations qui est nettement moins importante et plus sympa pour avoir une réaction rapide. Le deuxième mécanisme que va utiliser notre cerveau, c'est sa mémoire. Et ça, c'est très important. Toutes les images et toutes les choses que vous voyez aujourd'hui, là, maintenant, c'est des choses que vous voyez en partie. Le reste est reconstitué par votre mémoire. Dans une image, souvent, le sujet central, c'est une vraie image qui est traitée par le cerveau en temps réel et le reste est reconstitué par votre mémoire. Ceci est valable pour tout, que ce soit l'odorat, le toucher, la vue. Pour l'oreille, c'est pareil. Lorsque vous avez un bruit constant et permanent, ce bruit, au bout d'un moment, vous ne l'entendez plus. Il devient inaudible parce que le cerveau
balaye ces fréquences-là et dit « ça c'est habituel, il n'y a plus de souci ». En revanche, coupez ce son et vous aurez un sentiment d'alerte, même si ce n'est pas quelque chose de conscient. Vous allez vous dire « il y a un truc qui ne va pas ». Pareil, vous habitez à côté d'une voie ferrée et tous les soirs, il y a un train qui passe à 22h45 précise. Donc votre cerveau va corréler les deux choses, à savoir l'heure et le passage du train, et du coup, il va vous effacer le bruit. Et si un jour, ils ont changé de motrice et que le bruit n'est plus tout à fait le même, eh bien vous allez l'entendre et le remarquer. Tiens, c'est marrant, ce soir j'ai entendu passer le train, c'est pas habituel. Tout ceci est lié à notre évolution et à notre vie dans la nature. Parce que tout ce qui est anormal est potentiellement dangereux. De leur efficacité a dépendu la survie de notre espèce. Mais est-ce que le fait de trouver telle ou telle chose belle ou moche fait partie également de notre évolution? Parce que là aussi, les goûts changent. Eh bien, absolument. Et c'est même un des points les plus importants. Comment ça, les plus importants? L'attirance ou la répulsion face à un animal, un être humain ou une chose est essentielle à la survie. On va prendre un exemple concret. Le navigateur Alain Bombard, en 1952, décide de traverser l'Atlantique sur un canot pneumatique, un Zodiac, à la rame et sans assistance, mais surtout sans vivre, sans réserve, comme un naufragé volontaire. Il va mettre 65 jours pour réaliser son exploit. 65 jours à manger des jus de poisson et à boire de l'eau de pluie. Manque de bol, il n'a pas plu. Alain Bombard se retrouve très vite à court de flotte et finalement arrive au bout de son périple à l'article de la mort. Il a failli y passer, mais ce sont ses instincts qui l'ont sauvé. Et voici comment. Lorsque l'eau vient à manquer, quelque chose d'étrange arrive. Les goûts d'Alain Bombard changent. Plutôt que de manger le jus de poisson ou de manger la chair des poissons, il va s'intéresser aux yeux. Il ne peut pas s'empêcher de manger les yeux et de trouver le reste dégoûtant. Chose étrange, c'est pas un comportement normal pour lui avant, puisqu'il n'a jamais fait ça. Les médecins qui ont analysé le parcours d'Alain Bombard ont déclaré que s'il avait mangé la chair des poissons et avait délaissé les yeux, il serait mort. Dans les yeux des poissons se trouve suffisamment d'eau douce pour lui permettre de survivre, très difficilement certes, et des vitamines ainsi que des protéines importantes pour sa survie. Son corps a fait ce qu'il fallait pour que Alain Bombard mange ce qui était bon pour lui et rejette ce qui n'était pas bon. Vous voyez que notre cerveau trouve tous les moyens pour nous informer de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas. Eh bien, c'est pareil dans les relations sociales. La beauté n'est que relative, parce qu'elle dépend de ce que nous avons besoin et de ce que nous avons envie. De plus, la beauté est modifiée par l'habitude. Ça y est, on va enfin parler de bagnole. Lorsqu'on va choisir une automobile, on va la choisir sur plusieurs critères. Des critères objectifs, des critères subjectifs. À votre avis, combien y a-t-il de critères sur lesquels on va se baser? Eh bien, en fait, il n'y en a que 5 catégories. Elles sont la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. Toutes ces attentes sont liées à l'idée qu'on se fait de l'automobile et à la manière dont elle va s'intégrer dans notre image de vie. On dit souvent qu'une automobile est le reflet de son propriétaire, c'est souvent vrai. D'ailleurs, regardez les gens qui ont les mêmes voitures, eh bien, lorsqu'on se rencontre, on se trouve énormément de points communs. Notre voiture est un outil qui doit nous aider à atteindre nos buts et à assouvir nos besoins. De plus, une automobile va devoir refléter de nous ce que nous voulons qu'elle reflète. Et c'est d'ailleurs pour cela que les constructeurs automobiles essayent d'intégrer leurs produits dans l'image que nous allons avoir de notre personne. Souvent, on s'identifie par exemple à des personnages de films. Les marques automobiles dépensent sans compter pour se raccorder à ce type d'image et créer des encres émotionnelles avec leurs clients. Ces encres auront un rôle primordial dans l'acte d'achat et les arguments rationnels ne seront là que pour justifier cet attachement émotionnel. C'est puissant quand même, hein. Le meilleur exemple qu'on puisse trouver, c'est celui du Tesla Cybertruck. Lorsque l'on regarde la tête des gens le jour de la présentation, la tête qu'ils faisaient, la tête que moi j'ai fait, je peux vous dire que c'était assez sympathique. Eh bien, tous ces gens-là, aujourd'hui, s'y sont faits. Pourquoi? Parce que Elon Musk a réussi à rattacher deux choses. Il a réussi à rattacher à l'image de Tesla,
À force de le regarder, les gens en ont pris l'habitude, donc ils choquent de moins en moins. Ces formes étranges s'intègrent dans notre cerveau qui le prend pour habituel et donc ne se choque plus. De plus, les équipes de Tesla sont très futées parce qu'ils savent extrêmement bien que le monde de la science-fiction et Tesla sont intimement liés. En tout cas, la clientèle de Tesla est souvent une clientèle qui est fan de science-fiction. Et raccordé à Blade Runner, le Cybertruck, c'était juste une idée de génie. Derrière, il y aura plein de justifications rationnelles, mais qui seront juste là pour justifier cet attachement irrationnel. Est-ce qu'on peut généraliser cela à tous nos sens et à toutes les automobiles? Oui. Oui. On va prendre un exemple, vous changez de voiture, vous achetez une nouvelle auto. Vous partez avec votre nouvelle auto, tout va bien, tout se passe bien. Et puis, quelques semaines plus tard, vous vous trouvez face à quelqu'un que vous connaissez, un ami, une connaissance. Ah bah tiens, j'ai acheté une voiture d'occasion, tiens, regarde ce que j'ai acheté. Oh bah tiens, c'est marrant, c'est ma voiture. Bah alors, t'aurais envie d'aller faire un tour? En souvenir du bon vieux temps? Ah bah pourquoi pas, allons-y. Et là, patatras, vous essayez la voiture, le carrosse est devenu citrouille. C'est bruyant, c'est mal suspendu, il y a des vibrations, ça tient pas la route. Et pourtant, la voiture n'a pas changé. C'est votre perception qui a changé et qui s'est adaptée à votre nouveau véhicule. Mais pourtant, j'ai de super bons souvenirs de cette bagnole. Oui, mais la mémoire ne fonctionne pas comme on pourrait le penser. À chaque fois qu'on fait remonter un souvenir, on le réécrit avec des petites modifications. Et au fur et à mesure du temps, ce souvenir, il évolue. Et on va en garder que le bon côté ou que le mauvais côté. Ça dépendra de ce que vous aurez décidé et de ce que votre cerveau aura voulu. C'est un peu comme si on remettait au goût du jour le vieux film en permanence pour qu'il reste adapté à vos goûts. C'est entre autres ce qu'a fait Lucas avec Star Wars. Parce que si vous regardez les 3 premiers comme ils ont été tournés à l'époque, si vous avez encore une vieille VHS à la maison et que vous le regardez sous sa forme originale, vous allez être surpris. Parce qu'en fait, il a été retravaillé au fil du temps pour s'adapter au goût des fans d'aujourd'hui. Donc à la lumière de ce qu'on vient de dire, est-ce qu'à votre avis, la voiture électrique modifie nos sens? Oui, complètement. Parce que vous n'avez plus le bruit de moteur, donc vous prenez l'habitude d'un bruit plus feutré, prenez le carburant, ne plus aller à la pompe, va faire que les odeurs que vous trouviez éventuellement agréables, désagréables ou en tout cas supportables, comme l'essence ou le diesel, eh bien vous n'allez plus les supporter. Lorsque vous suivez une voiture, vous allez sentir ces gaz d'échappement, même si elles étaient inodores pour vous auparavant lorsque vous aviez une voiture thermique. C'est bien pour cela qu'il faut essayer une auto électrique avant d'en parler. Parce que notre cerveau, lui, quand il y a quelque chose de mieux que ce qu'il a d'habitude, il s'adapte super vite. Ça peut même être quasi instantané. Si vous montez dans une voiture électrique, que vous l'utilisez pendant une demi-heure et que vous retournez dans votre vieille diesel, je peux vous dire que ça va vous faire un choc. Une fois que vous serez rentré chez vous, votre cerveau va garder en mémoire que la voiture électrique, c'est ce qu'il vous faut. Parce que ça vous plaît, parce que c'est moins bruyant, parce que c'est plus puissant, parce que c'est agréable. Enfin, voilà. Une fois que vous aurez essayé la voiture électrique, vous êtes foutu. Parce que votre cerveau va vous le resservir sur un plateau à la moindre occasion. Et tant que vous n'aurez pas changé de voiture, il va vous pourrir la vie, votre cerveau. Prenez les gens qui ont changé pour des boîtes automatiques et qui reviendront jamais à la boîte manuelle. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Eh bien, c'est pareil pour l'électrique. Ça va même plus loin, c'est que les passionnés de voitures, même des gens comme moi qui sont des dingues de bagnole avec des V8 et compagnie, avec des autos super sympas, on les regrette pas. Si certains comme moi continuent à aimer les autos anciennes, c'est surtout par nostalgie, pour le côté esthétique, pour préserver le patrimoine. Mais très clairement, le plaisir de les conduire n'est plus tout à fait le même. Il y aura toujours des fans de voitures anciennes, comme il y aura toujours des fans d'avions à hélice, ou des fans de locomotives à vapeur. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie d'une certaine nostalgie et de certaines ancres émotionnelles. Donc c'est tout à fait logique. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'essayer une voiture électrique et l'adopter va changer vos perceptions d'une manière beaucoup plus profonde que ce qu'on pourrait le penser. Et si l'adaptation est si rapide, c'est que le cerveau apprécie ce changement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et merci pour vos commentaires. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Salut!